Bonjour à tous, grand débrief aujourd'hui dans Smart Tech avec mes invités, le disrupteur Alain Staron, le transformateur Christian Poyot et l'économiste Julien Pillot. On va parler notamment de chat control ou comment les messageries, même les plus chiffrées d'entre elles, pourraient être surveillées. On va aussi s'intéresser à une affaire d'antitrust qui s'intéresse de près aux géants de l'intelligence artificielle et puis les majors qui commencent à s'attaquer à l'intelligence artificielle. On verra si on a le temps aussi de parler de Netflix House. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet intéressant. Voilà, c'est parti pour le débrief. Mes débatteurs aujourd'hui pour ce grand débrief de la tech, Alain Staron, président d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Christian Mathilde. Poyot, cofondateur PDG de Micropole. Bonjour. Christian. Et Julien Pillot, consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Bonjour Julien. On commence avec Chat Control, ou comment nos messageries, y compris les plus chiffrées, de bout en bout, pourraient être mises à mal dans leur sécurité, confidentialité, puisqu'un règlement est en discussion au niveau européen, eh bien pour prévoir de surveiller ce qui transite dans les messages personnels. En l'occurrence, c'est un règlement qui s'intéresse à la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Ce texte s'appelle le CSAR. Child Sexual Abuse Regulation, pour être tout à fait précise. Alors, ce texte devait être débattu fin juin. Finalement, les choses sont un peu repoussées vu l'actualité politique. Et puis, en plus, il y a une polémique qui est montée quand même très, très forte autour de ce dispositif particulier, donc qui s'appelle Chat Control. C'est un peu un petit nom pas très amical qu'on donne à ce dispositif, mais qui, en fait, va exiger aux messageries, quelles qu'elles soient, eh bien, de surveiller en amont les liens et les contenus images et vidéos qui transitent, j'allais dire, non, mais même c'est en amont, donc avant qu'elles ne soient envoyées au destinataire pour vérifier si à l'intérieur il n'y a pas de contenu ou de lien vers des contenus pédopornographiques. Alors, une réaction sur ce texte. Est-ce que vous faites partie des gens qui s'insurgent contre ce chat control, qui s'inquiètent pour le chiffrement, l'avenir du chiffrement? Oui, Christian, je vous vois. Oui, parce que alors, la pédopornographie est un sujet évidemment dramatique, abject. Enfin, tout le monde sera en phase avec ça, bien évidemment. Donc, il faut lutter de la manière la plus forte possible. Maintenant, je pense que la réponse qui est apportée n'est pas la bonne, parce qu'effectivement, elle aurait des impacts extrêmement forts sur les libertés individuelles, la possibilité de rentrer dans les messageries de tout le monde par des individus ou des États plus ou moins bienveillants, des choses comme ça. Donc, comme souvent, malheureusement, avec la réglementation européenne, on part d'une idée qui est bonne, qui est lutter contre quelque chose qui est absolument horrible, évidemment. Et ça débouche sur une réglementation qui déjà, est-ce que ça réglerait le problème? Je ne pense pas. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas malheureusement que ça réglerait le problème. Et surtout, ça aurait des tas d'effets pervers, c'est le cas de le dire, malheureusement, sur ce sujet. Donc, on ne peut que prendre évidemment parti pour les défenseurs de cette cause tout à fait noble, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Il y a encore une fois, les effets parallèles seraient tout à fait mauvais. Donc Alors, on dit que ça va affaiblir le chiffrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, même une messagerie censée être chiffrée de bout en bout devra finalement créer une sorte de faille informatique, une backdoor en fait, pour pouvoir accéder au contenu. Il n'y aura plus de chiffrement, ou plutôt le chiffrement sera possible. On pourra l'attaquer, ou l'ouvrir, ou le consulter par un certain nombre de personnes. Alors on va dire que c'est réservé à la police, à la gendarmerie, etc. Mais après, dès que le chiffrement tombe, on peut imaginer des choses beaucoup plus larges par, encore une fois, des États ou des individus plus ou moins mal intentionnés. Donc malheureusement, encore une fois, la cause étant, j'insiste à nouveau, d'une noblesse totale, non, c'est pas la bonne réponse. Et c'est vraiment la marque de fabrique, malheureusement, des textes européens. Il y a la CSRD, enfin il y en a plein d'autres à côté, où à chaque fois on veut lutter avec pas les bonnes armes, mais en tout cas avec des choses qui vont au final être pénalisantes pour la liberté des Européens de manière globale. Donc non, c'est pas une bonne réponse. Mais pourtant, on entend même du côté des services de police défendre le chiffrement, et on se dit, mais comment on peut en arriver à un texte comme celui-ci, quoi? Bon, Julien, une réaction. Je ne sais pas comment on peut arriver à un texte comme celui-ci, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que Christian a dit en peu de mots tout ce qu'il y a à dire. Je crois même qu'on est là face à l'une des pires idées de la longue et triste histoire des mauvaises idées, en fait. Parce que pour régler un vrai problème, on crée un remède bien pire que le mal. D'une certaine façon, on ouvre une boîte de Pandore. Pourquoi s'arrêter uniquement à la pédopornographie ?
Pourquoi ne pas dire qu'on va utiliser ce type d'outils pour pouvoir espionner d'autres types et couvrir d'autres types de risques, en fait, et d'autres types de conversations? Jusqu'où s'arrêterons-nous? Et est-ce qu'on veut une société de surveillance de masse généralisée qui est bien éloigné, à mon sens, de l'idéal démocratique? Et puis une dernière chose qui m'est importante, qui m'importe beaucoup, et j'en parle très souvent, ici comme ailleurs, c'est pourquoi, encore une fois, faire un régime d'exception sur le numérique par rapport à la sphère physique. Le secret de la correspondance, c'est quelque chose qui est inscrit dans le marbre de nos principes constitutionnels, dans le droit civil. Il ne peut être dérogé que dans des conditions extrêmement strictes. Pourquoi déroger à cela au titre que la correspondance ne serait pas par voie postale, mais par voie numérique? Moi, ça me pose un vrai problème. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser que là, on ne parle pas de cas d'enquête spécifique. Ce serait vraiment un scan qui serait fait de manière automatique sur l'ensemble des messageries. Alain? Bah non. Donc moi, quoi? j'ai un enfant de 8 ans, donc je suis très content de ça. Après, je ne pense pas que ce soit une backdoor, si c'est bien fait. En gros, un truc qui est à l'edge, embarqué, qui ne fait que scanner, comme au niveau du clavier. C'est écrit sur un clavier. Donc moi, je suis Apple, je scanne le clavier, je sais tout ce qui se passe. Donc c'est évident. Sur l'iPhone, Apple peut savoir tout ce qui se passe. D'ailleurs, Siri peut écouter tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui... Enfin, Siri, moi, je peux le désactiver si j'ai pas envie qu'il m'écoute. J'entends bien, mais le clavier, tu en as besoin pour écrire. Donc, et le clavier, c'est une fonction de base de quoi? De l'iPhone. Donc Apple a accès à ça. Mais ils n'ont pas le droit vraiment de le faire. Alors, ils ne peuvent pas exploiter. Ils peuvent le faire qu'ils le font. Ils ne peuvent pas exploiter tout ce que tu mets sur ton clavier. Si évidemment, on embarque un truc dans le téléphone. Ça veut dire qu'il est inaccessible du reste. En plus, c'est du deuxième ordre. C'est-à-dire qu'il lit pas ce qui se passe, il regarde si ce qui se passe est compatible avec les modèles qu'il a lui. Il y a plein de choses qui se font comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait exécuter des algos sur des données chiffrées sans déchiffrer les données. On sait le faire. Les données sont intégrées et en fait, que fait l'algo? Il comprend en gros ce qui se passe. Donc on ne porte pas atteinte à ce qu'il y a dedans, on s'assure que ce qu'il y a dedans est plus ou moins conforme à telle ou telle chose. Donc moi je pense qu'il faut le faire absolument. Moi j'ai un fils de 8 ans. Pour aller vérifier si un lien mène vers un contenu pédopornographique, et excuse-moi, mais je pense qu'il faut aller accéder au lien. Oui, oui, mais le lien, ouais, d'accord, ok. Mais le lien, c'est pas un détail. C'est vrai. Pas un détail. Oui, accéder, oui, d'accord. Mais on pourra encore tourner autour de ça. Non, mais c'est-à-dire accéder au lien en local, scanner les contenus de ce qui se trouve sur le lien et avoir un algo qui va avoir des erreurs forcément parce que de toute façon je pense que ça va être des algorithmes, ça va être géré de manière automatique, oui. Automatique et donc forcément il y aura des erreurs, mais il y aura on va peut-être choper 50%, mais 50% c'est déjà un tel bénéfice. D'accord. Et il y a 50 autres % en revanche. On vient de 100%, on en gagne 50%. Le problème qui se pose, c'est qu'on a toujours une espèce de myopie qui a été démontrée par tout un tas d'ailleurs de travaux empiriques en sciences économiques, qui est de dire qu'à partir du moment où on mettrait sous contrôle certains canaux sur lesquels se diffusent des contenus ou des pratiques jugées illicites ou déviantes, on va faire disparaître ipso facto le contenu ou la pratique déviante ou illicite. En vrai, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais on est bien d'accord avec ça, c'est pas ça le sujet. C'est d'éviter moi, mon sujet, c'est plutôt de faire la chasse aux pédocriminels plutôt que de les empêcher d'utiliser une messagerie. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mettre des bâtons dans les roues des canaux utilisés par ces gens-là les retarde dans leur expansion. C'est tout. Et de toute façon... tu pénalises l'ensemble de la population. La première réaction de Signal, quelle a été la réaction de la patronne de Signal? Elle va dire, nous, on va arrêter en fait de se soumettre aux règles européennes. On part de ce marché. Bon, il y a d'autres moyens de faire transiter ces contenus. Moi, j'ai aussi 3 enfants, alors ils sont plus âgés, mais je suis si sensible à cette cause qui est absolument horrible, on est bien d'accord. Bon. Après, moi j'ai été auditeur lié à HEDN, donc on a vu tous ces sujets de sécurité, etc. Et tous ces sujets de pédo, ils appellent ça pédo, enfin c'est le cas, voilà. Ils sont principalement sur le dark web, quoi, si j'ose dire. Et c'est là où il y a des choses innommables. Mais ça va pas régler le problème du dark web, encore une fois. Et après, moi, je reviens sur ce qui a été dit. On se dit, OK, on va lutter contre la pédopornographie normale, etc. Mais après, pourquoi on lutterait pas aussi contre, je sais pas, la drogue, les gens qui consomment de la drogue, c'est illicite. Et moi, je trouve que c'est bien de lutter contre ça. Et on peut tirer le fil autant qu'on veut, si j'ose dire. Et encore, si c'est fait par un régime démocratique comme en France, etc., si c'est fait par des régimes, j'ai vu que Viktor Orban était plus ou moins
moins partant. Pourquoi pas après les opinions politiques? Enfin, on tire un fil qui est infernal, si je dis. D'ailleurs, Viktor Orban va c'est comme si on mettait toutes les communications téléphoniques sur écoute. Pourquoi pas mettre toutes les communications téléphoniques sur écoute? La Hongrie va prendre la présidence de l'Union européenne. Ce texte sera évidemment à l'ordre du jour. Et il sera évidemment rejeté parce qu'il n'y aura jamais d'unanimité. Oui. On peut craindre en tout cas que ce sujet continue d'avancer. Ouais, et puis encore une fois, un État continue-t-il d'être démocratique lorsqu'il prend des dispositions pour pouvoir assurer la surveillance de masse de sa population? Un État qui est défiant vis-à-vis de sa population, pour moi, ne rentre plus dans le champ de la démocratie, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on sort du champ judiciaire, on sort du champ de l'enquête. Et on a tellement aujourd'hui de choses à faire dans ce registre pour lutter contre la pédocriminalité que déjà travaillons sur les outils qu'on a qui sont inopérants, qui sont mal coordonnés avant d'employer des textes. Encore une fois, là, c'est on passe par le plus simple, finalement. C'est la solution la plus simple, Alain. Pourquoi on n'écouterait pas toutes les conversations, dans ce cas, sur téléphone aussi? Enfin, il y a l'écrit, mais voilà, on devrait écouter tout le monde. En fait, quand on revient sur la communication privée, il y a quand même une différence entre j'envoie une lettre, je téléphone, et je communique sur des messageries où je peux faire venir des gens que je ne connais pas. Un enfant, on peut l'atteindre beaucoup plus facilement sur WhatsApp quand on lui envoie un courrier ou quand on l'appelle sur son téléphone. Là, alors, je n'ai pas le nom en tête, mais j'ai entendu ça. Il y a une messagerie qui a été fermée, là, il y a quelques jours, qui était aussi un repère, pareil, de gens pas du tout sympathiques, dans lequel ils attiraient les enfants avec des messages. Le nom m'échappe là dans la seconde, mais il a été fermé il y a quelques jours. Donc, il y a aussi d'autres moyens. Il n'y a pas uniquement de dire on va suivre toutes les conversations sur WhatsApp ou sur Signal. Les moyens d'enquête. Ouais. Donc, encore une fois, la cause est hyper noble, mais je pense que là, on prendrait une option qui serait vraiment péjorative pour tout un tas d'autres choses et qui pourrait être utilisée, étendue à des fins beaucoup moins sympathiques. Mais l'extension, c'est l'extension décide le Parlement. Hein. Oui. Pourquoi on interdit l'alcool aux moins de 18 ans à la vente? Ah ben ça, c'est parce qu'il y a des députés qui l'ont dit. Moi, je trouve ça scandaleux. À 15 ans, on devrait pouvoir boire. C'est parce qu'il y a des députés qui sont élus et qui votent une loi. On est bien d'accord. Et donc, c'est eux qui décideront qu'on peut étendre ce truc. Et si on ne fait que la pédopornographie, faisons que ça. Et puis, si le Parlement décide de faire la drogue, il décidera, ou la vente d'armes, ou j'en sais rien. Mais encore une fois, parce qu'on est en France et qu'on est dans un régime démocratique, quid dans autre chose. Et puis, non, mais au-delà de ça, moi, je suis contente, en fait, d'avoir Alain, parce que je me disais, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer, que je justifie ce texte, parce que ça me semble complètement aberrant. Mais Alain, le problème que ça pose, c'est aussi un problème de sécurité. C'est-à-dire qu'on fragilise les messageries en permettant un moyen d'accès de surveillance. Non, tu dis, chacun fait ses messages, un algo tourne en parallèle sur les messages avant qu'il ne soit crypté, et c'est un algo... Non, mais comment cet algo, il fait? Il a bien une porte d'entrée. Non, il est embarqué. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est embarqué. À un moment, qu'est-ce qu'une messagerie sécurisée? C'est une messagerie chiffrée de bout en bout, à laquelle personne ne peut avoir accès, y compris le fournisseur. Ça reste chiffré de bout en bout. Personne n'y a accès. Jusque-là, la définition reste bonne. C'est chiffré de bout en bout. Personne n'y a accès. Simplement, le clavier est devenu un clavier un peu intelligent qui reconnaît... Mais pourquoi tu parles du clavier? Parce que tu peux parler à ta messagerie. D'interface, peu importe. Donc, le téléphone, le moyen de communication qu'est le téléphone, avant qu'il ne soit chiffré, est analysé non pas bout en bout de manière objective, est analysé par analogie pour essayer de repérer des schémas avec toutes les erreurs qu'on pourra trouver. Donc, on sera probablement pas totalement efficace, mais bon. Et cet algo qui ne sait pas ce qui se passe, qui a juste compris s'il y a des choses dangereuses, lui remonte de manière totalement séparée, pas par la messagerie. Non, mais là, tu es en train de dire que... Oui, voilà. Parce que tu ne connais pas. Tu es en train de dire que c'est un truc un peu anthropomorphique qui va vérifier si tu as des comportements de pédocriminels. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça qui est dans le texte. Je pense que la NSA serait très contente de ce genre de choses, globalement. D'une manière ou d'une autre, elle pourrait mettre la main sur tous les messages qui sont échangés. Peut-être que Alain, d'ici là, aura inventé une technologie qui permet d'assurer cette surveillance sans créer de backdoor. Exactement. Ça existe déjà. Les algos qui tournent des données encryptées, non déchiffrées. Et donc les données sortent au final, ils récupèrent bien de l'information qui est analysée, donc ça revient au même. Pas du tout. Mais non, tu connais pas le message. Tu découvres juste la photo, le machin. Tu dis pas que le message n'est pas le bon, parce qu'après le but c'est quoi? C'est arrêter la personne. C'est vérifier. Donc on dit juste, c'est vérifié. Non, mais après ça devient une enquête.
Ah oui, enfin, non. Oui, bah, une enquête sur l'ensemble des messages. Bon, non, sur les messages sur lesquels on a repéré un problème. toutes les voitures des routes, t'as plus d'accidents routiers, c'est super, hein, c'est génial. Mais je suis pas sûr que l'économie s'en relève. Je vois pas le rapport. Honnêtement, je vois pas le rapport. Allez, on passe à l'autre sujet, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Peut-être plus tard. La musique. Alors, sujet d'Alain, d'ailleurs, que tu suggérais, oui. avec ces majors de la musique, ça y est, qui s'attaquent aux services qui créent de la musique avec des intelligences artificielles. Ouais. Et donc, c'est extrêmement perturbant. Puisque, en fait, on est à la limite du plagiat. Donc, on n'a pas le droit de plagier. Normal. Maintenant, on est vraiment à la limite. Oui. C'est même un peu plus que la limite. Enfin, bon, Ah non, le plagiat, je prends... Non, c'est des algos, donc c'est pas... c'est à la limite, ils analysent un paquet... C'est de la génération de musique. C'est de la génération de musique, mais évidemment qui s'appuie... On parle de services de génération de musique par intelligence artificielle. Mais qui s'appuie sur des modèles. Tu veux du zouk, et tu apprends 12 000 machins de zouk, et honnêtement, qu'est-ce qui ressemble le plus à du zouk? Du zouk. Donc, c'est pas très compliqué de refaire du zouk. Après, non mais... C'est vrai. On est d'accord? On est d'accord. Alors, moi, j'ai un fils qui fait du piano, et tu lui dis un truc, tu veux faire de la musique machin, il fait la musique machin. Et très très bien. C'est pas une IA, mais il le fait très bien. Alors, il la commercialise pas, c'est la limite. Donc... Là, en l'occurrence, ces générateurs de musique, ils sont gratuits. Si j'ai ma mémoire est bonne, j'en connais pas un qui soit payant. Donc c'est un service gratuit. Donc ils font pas d'argent dessus et qui permet à n'importe qui de s'exprimer à date, sous ton contrôle à la limite. Hein, donc il permet à tout un chacun de s'exprimer de manière un peu plus agréable. Moi, je sais pas chanter. Non, mais ce truc me plaît beaucoup parce que je peux me mettre à chanter. Bon, et la vraie difficulté, c'est comment on protège la création. Et j'irai un cran plus loin, que doit devenir la création humaine? C'est ça le vrai sujet. Oui. C'est pour ça que je mets ça à table. Et en fait, il faut mettre à jour aussi la question du droit d'auteur et la manière dont il est protégé. Ou ne pas le mettre à jour d'ailleurs. Et peut-être adapter les comportements des entreprises pour qu'ils soient conformes à notre conception du droit d'auteur. En tout cas, il y a une question qui va se poser, je ne sais pas si c'est mettre à jour le droit d'auteur, mais il y a une question qui va se poser sur la rémunération des artistes. Justement, parce que cette histoire est intéressante parce qu'elle a 3 niveaux de lecture. Il y a un niveau économique, un niveau juridique et un niveau éthique. Sur le niveau économique, on comprend pourquoi les majors sont vent debout, parce qu'en fait, ça attaque à la fois leur capacité à pouvoir amortir leurs coûts, parce que c'est eux finalement qui ont produit les musiques, les chansons, les samples, etc., sur lesquels ces intelligences artificielles ont été entraînées et se basent pour faire leur output. Et puis, ça attaque leur rente. Parce que la rente du milieu créatif, qu'il soit musical ou d'autres types de créations comme le cinéma ou la littérature, c'est ça, c'est un amortissement sur le très long terme, sur la base des exploitations, des licences, des copyrights et des droits d'auteur. Donc il y a une histoire de gros sous quand même derrière ça. Comme à l'époque du téléchargement. Absolument. Il y a un problème juridique. Finalement, est-ce que la production artificielle par le biais de ces outils-là appartient aux développeurs de l'intelligence artificielle, ou est-ce que finalement c'est une copropriété de l'ensemble des samples, si tant est qu'on soit capable de l'identifier, ce qui n'est pas sûr sur le plan technique, de l'ensemble des créateurs qui sont en amont, à la fois des créateurs, mais également des gens qui les ont financés, ces créations-là. Et puis sur le plan éthique, oui, est-ce que c'est de la création en fait? Est-ce que c'est de la création ou est-ce que c'est quelque chose de complètement artificiel, qui n'a d'originalité que parce que c'est complètement synthétique, mais qui est dénué de toute forme d'intelligence et d'émotion? Ça, c'est des vraies questions qu'on va pouvoir se poser dans les prochaines années. Christian? C'est le même problème que celui qu'on connaît toujours sur la presse. Hein. Alors j'hésite entre le New York Times ou le Washington Post, mais il y a un des deux qui a porté plainte contre ChatGPT pour violation des données. Et ça a été prouvé qu'en fait, ils ont attaqué des supports de presse. Alors ils ont fini par passer des accords, en fait. Pas avec tout le monde. Hein. Mais en tout cas, quand ils l'ont fait de manière totalement illicite et sans prévenir. Il y a un coup de pression. Moi, je ne peux pas les citer, mais il y a des médias français qui ont été piratés. Il faut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on rentre dedans, on prend l'information et on s'en sert pour l'utiliser à d'autres fins ou en tirer soi-même profit. Donc, moi, je suis pas juriste, mais globalement, c'est pas légal, quoi. Faut dire les choses. Ça pose 2-3 problèmes. Voilà. Donc, ce qu'on voit là, c'est la même chose. Moi, je trouve, alors, ça prouve quand même qu'on dit toujours intelligence artificielle. C'est toujours important de rappeler que c'est un mot américain et que intelligence, c'est pas vraiment intelligence au sens français. Donc, ça crée pas vraiment quelque chose. Ça prend des bouts et puis ça les assemble de manière effectivement assez puissante. Mais ça ne crée pas de nouvelles choses. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est capable de créer un nouveau mode musical? Est-ce qu'elle serait recréer Mozart au XVIIe? Enfin, j'en sais rien. Donc,
Je pense qu'il faut effectivement. Alors, c'est normal, c'est le début. Tout le monde, enfin, l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, générative, est quelque chose de très récent. Mais il faut arriver à trouver effectivement des. Je ne vais pas dire des barrières, parce que barrières, c'est négatif, on a l'impression qu'on freine les choses, etc. Mais des règles et bloquer les choses. Et la manière dont ces modèles, effectivement, utilisent aujourd'hui des données qui ne sont pas les leurs est tout à fait anormale et doit être, régulée. On va dire ça comme ça. Moi, je pense que vraiment, on est à nouveau dans la même situation que l'arrivée du téléchargement. Oui, bien sûr. Ça repose la question de la rémunération et de la redistribution jusqu'au toute la chaîne, parce que c'est une longue chaîne d'intervenants dans le c'est des nouvelles techno, donc c'est une question de rémunération en fait, voilà. Parce qu'aujourd'hui en Europe, on est en train de réguler en se disant il va falloir qu'il y ait de la transparence sur les jeux de données qui sont utilisés. Donc, bon courage. Ça, c'est courage. Et des jeux de données à 100%. Mais en fait, on n'a pas adressé cette question de la rémunération. Et là, je pense que ce n'est que le début avec cette double plainte. C'est une double plainte qui a été portée par la RIAA, donc qui rassemble l'ensemble, avec un niveau des majors musicales. Complexité supplémentaire, si tu me permets, Delphine, parce que autant sur le téléchargement, d'ailleurs qu'on appelle ça téléchargement ou maintenant streaming live, on arrive à identifier finalement toute la chaîne de valeur, tous les intervenants de la chaîne de valeur, depuis le producteur qui a engagé ses fonds personnels, jusqu'à l'interprète, le créateur, les équipes techniques, etc. Donc, quand vous êtes Spotify, vous êtes Deezer, vous êtes Apple Music, en gros, c'est assez facile d'identifier l'ensemble de l'amont de la chaîne de valeur et puis de mettre en place une politique commerciale qui permette de rétribuer les maisons de disques, les interprètes et l'ensemble des intervenants finalement de la chaîne de valeur. Dans le cas d'intelligence artificielle, on en est très très loin parce qu'en vérité, non seulement il y a une opacité absolument totale des données qui ont été utilisées pour pouvoir entraîner les intelligences artificielles, mais surtout l'output qui est une espèce d'amalgame de tout ça, sur les intelligences artificielles génératives, puisque c'est de celles dont on parle actuellement, la plupart des techniciens, des ingénieurs, des data scientists qui interviennent dans ce monde-là, vous disent qu'ils sont incapables de savoir comment est-ce qu'on est arrivé, par quel processus technique on est arrivé à l'output. Donc, bon courage pour identifier la chaîne de valeur. Le comment n'est pas un problème. Ouais. Le problème, c'est dans téléchargement, je sais quel est le contenu, je cherche à protéger. Là, c'est tous les contenus. Il va falloir rémunérer tout le monde, y compris celui qui publie la musique sur YouTube. Moi, je vais vous dire, parce que j'ai plusieurs vies et donc j'interroge plein d'autres gens régulièrement. Et une des solutions qui est proposée déjà en France, ça circule dans les cerveaux du côté de la SACEM et tout ça, c'est la copie privée. Tout le monde est taxé. C'est reversé à tout le monde. Voilà. Exactement. Bon, on verra si on en arrive là. Ouais. En tout cas, c'est un sujet qui a pris au moins 15 ans à être résolu. Et c'est vrai qu'avec l'IA, c'est encore plus complexe. Il y a un côté entonnoir et pas un côté linéaire. Ouais. Et ça sera la même chose sur les images aussi, d'une manière générale. Absolument. Ah oui, mais ça l'est déjà. Allez, on essaye de passer au prochain sujet, antitrust. Aussi, on va parler d'intelligence artificielle. Alors là, c'est Julien qui a répondu à Atlantico à la suite d'un entretien du Financial Times avec un avocat antitrust américain. Jonathan Kanter. Exactement, qui estime qu'un examen urgent est nécessaire sur le contrôle de l'intelligence artificielle. Donc c'est en train de bouger aux États-Unis. Alors ça bouge même très vite et très fortement, et ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global de revitalisation de l'antitrust au niveau américain. On le voit avec la nomination de Lina Khan à la Federal Trade Commission, ou justement des personnes comme Jonathan Kanter aujourd'hui qui ont des postes stratégiques au niveau du Department of Justice américain, donc qui sont les deux grandes chambres, les grandes autorités de concurrence au niveau américain. Et là, ce qui les inquiète, et là où c'est assez intéressant parce que c'est très en avance de phase finalement sur une industrie qui est en train de se construire sous nos yeux, qui est celle de l'intelligence artificielle, c'est que dès à présent, en fait, ils ont identifié que sur différents maillons de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, il commence à y avoir des pratiques qui posent question et des concentrations de pouvoir de marché qui posent réellement question, que ce soit au niveau de la puissance de calcul, où un acteur comme Nvidia aujourd'hui semble en capacité de pouvoir peut-être avoir une influence décisive sur les prix qui sont pratiqués, mais également les volumes qui sont adressés au marché, peut-être aussi de façon assez discriminatoire en fonction de la puissance de leurs clients. Oui, à qui il fournit exactement. En priorité. Le cloud, au niveau du cloud, on a des hyperscalers aujourd'hui qui prennent des parts de marché qui semblent assez décisives et difficilement contestables, et qui étouffent un petit peu des opérateurs cloud plus décentralisés et peut-être un peu moins puissants sur la partie financière, et donc ils prennent du retard sur la génération d'infrastructures qui sont compétitives. Je pense évidemment à Microsoft ou Amazon pour ne citer que. Puis sur la partie applicative, là pareil, sur certaines
formes d'intelligence artificielle, certaines applications, on a des acteurs qui semblent entrer en capacité de pouvoir forclore, essayer de phagocyter un petit peu l'entrée sur le marché ou de pouvoir favoriser leurs propres services de façon décisive dans un avenir extrêmement proche. Et ce, d'ailleurs, avec des pratiques assez différentes. Prenez Microsoft, par exemple, qui prend juste 49% de OpenAI, donc OpenAI c'est ChatGPT. Donc juste assez pour ne pas être en fait, considéré comme le propriétaire légal de ChatGPT, mais en gros qui lui donne à peu près la plénitude de pouvoir exercer son droit sur la propriété intellectuelle de OpenAI et qui lui donne évidemment la capacité de pouvoir décider à peu près tout et n'importe quoi sur le conseil d'administration. Et puis de temps en temps, des startups extrêmement prometteuses qui, plutôt que d'être rachetées et de peut-être alerter de façon automatique les autorités de concurrence sur un contrôle de concentration qui serait excessif de pouvoir de marché, en fait, on va décider plutôt de récupérer les individus les plus talentueux pour les faire travailler pour soi plutôt que de racheter la startup dans laquelle ils travaillaient, ce qui est une forme de... Mais est-ce qu'on peut imaginer, Julien, que les États-Unis décident de s'affaiblir eux-mêmes finalement dans le monde Alors, numérique? oui et non, et non. Mais je vais laisser Christian. Mais je pense que je rebondirai. Alors bon, non, parce qu'on peut dire, c'est super, ils vont nous aider sur l'antitrust. On fait toujours la comparaison, soit avec ATT en je ne sais plus quelle année, dans les années 80, ou alors Standard Oil en 1912 ou 13, je ne sais plus, etc. Mais c'est pas comparable. Aujourd'hui, c'est toutes ces technologies, et là on cite l'IA, mais il y a tout le reste. Il y a la tech d'une manière générale. Représente une arme géostratégique extrêmement importante face notamment à la Chine, mais qui est quand même en retard sur ces sujets-là. Donc j'imagine pas un seul instant que les Américains, en tout cas, prennent des mesures extrêmement dures pour bloquer ça. Après, sur la chaîne de la valeur, c'est vrai et c'est pas complètement vrai. Nvidia, il ne fait que la conception des puces, il les produit pas. C'est là que se situe la valeur ajoutée. Voilà. Ok, et d'ailleurs, dans la production, il y a ceux qui font les wafers, il y a ceux qui font les machines qui font les wafers, la fameuse boîte hollandaise. C'est ce que je veux dire, là, on a un Européen champion. Exactement. Ouais. Donc, quand on regarde vraiment du début jusqu'à la fin, sans partir peut-être des minerais ou des choses comme ça, il y a quand même un tas d'acteurs tout à fait différents dans la chaîne de la valeur. Après, est-ce que les hyperscalers américains ont un poids qui est très sensible, trop sensible? Je suis assez d'accord avec ce point-là. Maintenant, il y a un dernier élément auquel moi je suis toujours sensible. Tout ça, qu'est-ce qui est important? C'est la data qu'on met dedans. Vous pouvez avoir tout le moteur que vous voulez, la puissance des calculs, tout ce que vous voudrez, encore une fois, et on a parlé finalement avec les données, soit de presse, soit de musique, etc. C'est la data que vous mettez dedans. Et ça, là-dessus, les Européens, la France, on a des choses à dire et à faire. Donc je pense qu'il faut choisir son combat. On ne va pas de façon refaire... ChatGPT, alors après, il y aura des successeurs à ChatGPT, mais aujourd'hui, ils ont pris de l'avance, effectivement. Ça servira pour le grand public. Par contre, la data, là, on a un poids et des choses à dire pour défendre nos intérêts d'Européens. 30 secondes pour nous parler du Japon. Notre voie possible. Oui, en fait, au Japon, la commission qu'ils ont créée sur l'IA est la commission la plus large, la plus... friendly, laxiste qui soit, avec un objectif très clair pour le Japon, c'est d'attirer tous les développeurs qui sont coincés, qui en ont marre d'être coincés, que ce soit par les Américains qui vont peut-être faire quelque chose, par les Européens qui font déjà des choses. Les Japonais disent, venez chez nous, sentez-vous libres, et à juste titre. Les Japonais sont le peuple le plus vieillissant de la Terre, et clairement, eux, sans IA, ils vont pas y arriver. Merci Alain Staron, Artifil, Julien Pillot de l'INSEC et Christian Poyot de Micropole. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre très régulièrement.